qui êtes-vous? Parce qu'à Chamonix, on ne vous connaît pas. Non, mais je ne vais jamais dans le froid, en fait. Ouais. C'est pour ça. Qui suis-je? Je suis un auteur de bande dessinée de carnet de voyage. Ouais. Bande dessinée qui entremêle et qui mêle énormément toutes mes expériences de voyage, parce que je suis avant tout un grand voyageur. Alors, je ne sais pas ce que c'est un grand voyageur, mais en tout cas, je voyage beaucoup. Voilà. Pour vous donner un petit exemple, depuis septembre, là, depuis la rentrée, j'étais en Pologne, en Algérie, au Congo, à Djibouti et à Chamonix. Donc ça fait quand même... Et Chamonix, pour moi, c'est le bout du monde, en fait. Voilà. Je fais ça depuis une vingtaine d'années maintenant. Enfin, j'ai commencé à mon époque, quand j'étais jeune, on avait encore le service militaire obligatoire pour les garçons. Je pense que tous les gens qui sont ici aussi, peut-être pas vous d'ailleurs. Voilà. J'ai eu la chance de faire une école d'art appliqué à Paris et à l'époque du ministère de la Coopération, on cherchait des gens pour partir, des jeunes qui sortaient de l'école, qui venaient d'être diplômés, pour partir dans les centres culturels français, qui s'appellent aujourd'hui Institut français et Alliance française, mais à l'époque c'était les centres culturels. Et donc c'est comme ça que j'ai passé, j'ai fait mon premier grand voyage, 2 ans à Djibouti, justement, au centre culturel français Arthur Rimbaud de Djibouti, où là j'ai été happé par l'Afrique, subjugué par tant de richesses culturelles, de différences, etc. Enfin, voilà. Donc, et depuis ce jour-là, donc on était en 1990, 91 et un peu de 92. À partir de ce moment-là, j'ai voyagé tout le temps. J'ai habité d'abord, avant de rentrer en France, j'ai habité 5 ans en Italie. Et depuis, je voyage un peu partout dans le monde. J'ai habité 6 mois au Sri Lanka. Je vais partout, enfin, où c'est possible. Et souvent, majoritairement en tout cas, en montant des projets avec les instituts français avec qui j'ai gardé des liens très étroits pour en plus faire des projets sur mes propres bouquins et sur mes propres histoires, essayer de faire beaucoup d'interventions, on en parlait tout à l'heure, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les camps de réfugiés, etc. D'une manière tout à fait évidemment bénévole pour essayer d'amener une petite... moi je suis pas... je veux dire... je suis pas dans une ONG, je suis pas médecin, je suis pas tout ça. La seule chose que je sais faire, c'est dessiner et faire dessiner les enfants, ou même les grands d'ailleurs. Et du coup, ma contribution, elle est là. Ma contribution à essayer de faire avancer les choses et voilà. Donc là, au Congo par exemple, je suis en train de préparer un bouquin sur les grands lacs, sur les gorilles, etc. Mais j'ai quand même monté des projets en associant l'UNICEF avec des auteurs locaux, du Congolais, du Burundi, pour travailler sur des histoires qui vont servir la propagation, la communication de la bonne parole de l'hygiène, c'est-à-dire du lavage de mains, des latrines, de toutes ces problématiques qui sont difficiles à faire passer par des brochures classiques, mais par la bande dessinée, par le dessin, on arrive à faire passer des super messages. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, mais vous êtes modeste parce que vous êtes aussi reporter. Vous travaillez aussi pour le journal 21, non? Oui, pour la revue 21, oui. Reporter, c'est un grand mot. Hein. Je vais sur place et puis je raconte des choses qui ne sont pas des scoops. Et c'est pour ça que le mot journalisme, je ne sais pas si... Enfin voilà, il y a les vrais journalistes en fait. Ouais. Moi je suis là, je regarde, je dessine, je rencontre... mais c'est le propre du carnet de voyage d'ailleurs. Ouais. Enfin, le carnet de voyage, à l'instar de la bande dessinée, c'est un témoignage. La bande dessinée, on peut mettre beaucoup de choses de reportage, mais il y a toujours une part de fiction qui rend la narration plus fluide, etc. Ce qu'on n'a pas en carnet de voyage. Le carnet de voyage, c'est premier jour, deuxième jour, etc. Bon, après, il y a plein d'angles qu'on peut adopter. C'est le cas de Abyssinie. Alors Abyssinie, c'était quoi l'angle? Alors l'angle, Abyssinie, c'était un petit peu un challenge parce que, comme je disais tout à l'heure, Djibouti, un peu de Somalie, l'Éthiopie, ça fait plus de 20 ans que j'y vais, plus de 20 ans que je fais des photos, que je dessine sur place, que je fais des tournées, etc. Et il y a 2 ans ou 3 ans de ça, j'ai fait une tournée dans le nord du pays avec 3 plasticiens éthiopiens et on avait un projet qui était financé par le ministère des Affaires étrangères pour... voilà. Les Éthiopiens n'ont rien foutu, mais ils ont pas bossé en fait. Ils ont catté, ils ont bu de la bière et voilà. Mais on a bien rigolé. Mais à la fin du voyage, il a fallu produire quelque chose et ils n'avaient rien fait. Donc on a abandonné le projet, j'ai mis tout de côté. Et du coup, je me suis dit, mais c'est con, j'ai vachement de matériel, j'ai plein de trucs, ce serait bien d'en faire quelque chose. Et j'ai rencontré
par hasard une éditrice de chez des éditions Paulsen, Fabienne, donc, que vous connaissez bien. Voilà, et on a un petit peu discuté, puis je lui ai dit, bah voilà, j'ai un truc, et elle m'a dit, ah c'est super, voilà, on a développé, on a travaillé ensemble sur le livre, voilà. Alors avec un angle qui est celui du courrier, en fait. Je prends le prétexte d'une amoureuse avec cette phrase de Blaise Cendrars qui dit « quand tu aimes, il faut partir », et de dire voilà, je t'aime moi non plus, j'ai besoin de partir pour me ressourcer. Bon, c'est des trucs d'amour, hein, c'est des trucs un peu... Voilà. Et par contre, graphiquement et d'une manière tout à fait comment dire, éditoriale et narrative, c'est un excellent moyen puisque ces lettres me permettent de raconter ce que je fais au cours du voyage. C'est-à-dire j'écris à mon amoureuse en lui disant voilà, j'ai vu ça, je t'envoie telle photo, je te fais tel dessin et je te montre tel carnet que je suis en train de faire au fur et à mesure. Donc c'est un vrai prétexte plutôt que de dire 12 avril 1940, 1940, ouais, c'est plus vieux 1940, mais voilà. Et entrecoupé de ces témoignages visuels qui sont les photos, les croquis, les aquarelles, les dessins, etc., j'intègre des auteurs, des écrivains voyageurs. Voilà. Vous partez sur les traces des grands écrivains. Alors je ne pars pas sur les traces parce que ce sont eux qui croisent ma route et vice-versa. C'est-à-dire que si je vais au Harar, par exemple, dans le sud de l'Éthiopie, qui est allé au Harar Arthur Rimbaud est allé au Harar, donc je vais piocher dans les lettres. Il y a un recueil magnifique qui sont les lettres d'Abyssinie d'Arthur Rimbaud, qui sont les lettres qu'il a écrites pendant les 10 années ou et plus qu'il a passé au Harar à sa sœur et à sa mère. Et c'est assez poignant parce que c'est du témoignage de quotidien. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces lettres-là, c'est assez intéressant parce qu'il était à la fois... on peut dire écrivain, je pense, même s'il avait arrêté la poésie, si ça faisait très longtemps qu'il n'écrivait plus de poèmes, mais ses lettres sont extrêmement belles, pleines d'émotions, voilà. Et il est à la fois aussi commerçant, il raconte ses problèmes du quotidien, ses problèmes d'argent, il parle aussi de ses relations aux indigènes, c'est-à-dire que les nègres... Il parle de nègres, les nègres sont feignants, il parle à un baragouin qu'on n'arrive pas à déchiffrer et qu'il faut mettre des années à comprendre, ils essayent de vous entourlouper toutes les 2 minutes, mais Rimbaud est resté 10 ans de sa vie et quand il est mort, quand il était sur son lit de mort à Marseille et qu'on lui a amputé la jambe et rien, avant de mourir, ses dernières paroles c'était pour quand part le dernier vapeur pour l'Afrique en fait. Donc, amour-haine par rapport à ce pays. Voilà. Fascination. Une vraie fascination. Ensuite, je cite des gens comme Tessiger, que vous connaissez sans doute, des gens comme Kessel, comme Henri de Montfred, évidemment, qui, chacun à sa manière et à son époque, a parlé des régions que j'ai traversées à ce moment-là. Donc, on a plusieurs niveaux de lecture. On a vraiment une écriture graphique, une écriture... on va dire un peu lyrique et amoureuse, une écriture de témoignage, puisqu'on a aussi une partie qui parle un petit peu des régions traversées au niveau historique, géopolitique, géographique, avec une tonalité d'écriture qui est assez neutre. Et puis on a ces témoignages des écrivains voyageurs. Voilà. Donc on a plein d'entrées. Et puis des photos et des dessins. Voilà. Alors la photographie, c'est assez rigolo parce que pour un carnet de voyage, souvent on fait le distinguo entre carnet de voyage dessiné ou carnet de voyage... voilà, par exemple, Depardon ne va pas mettre de dessin dans ses bouquins. Ouais. Lamazou, Lamazou c'est différent, mais... je sais pas, Flao par exemple va pas mettre de photos dans ses bouquins, son écriture à lui c'est l'aquarelle ou c'est l'acrylique, voilà. Et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ces photos comme véritable témoignage, puisque j'en fais, je fais des photos, je fais des dessins, autant mettre tout ça là-dedans. Voilà. Et les extraits des auteurs, donc ça fait beaucoup de choses. Ça fait énormément de choses, donc c'est très riche, et si vous regardez le prix de vente derrière, c'est pas cher pour tout ce qu'il y a dedans. Enfin vraiment, mais il y a aussi des vraies rencontres, il y a aussi la vraie rencontre de, comment s'appelle-t-il ? Alors Dawit, c'est un mystique. Alors les Éthiopiens, pour ceux qui connaissent un peu l'Abyssinie, les Éthiopiens sont très mystiques, sont très religieux.
faut savoir que c'est un des rares pays dans cette corne de l'Afrique qui est chrétien orthodoxe, enfin qui est chrétien en tout cas, entouré du... Pardon ? C'est le premier chrétien d'Orient. Premier chrétien d'Orient, avec entouré du Soudan, de l'Égypte, de tous ces pays qui sont quand même assez... puis le Yémen, enfin tout ce voilà, qui est en face. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'églises en Éthiopie et que, par exemple, le voyage que j'ai fait avec ces plasticiens, dont Dawit faisait partie, enfin là j'ai un petit peu romancé, on s'arrêtait quand même assez souvent parce qu'en bord de route vous avez des comment on peut appeler ça, enfin on met une petite pièce, on fait une prière et on repart, enfin, pour que la route soit bonne, etc. Alors c'est sans arrêt. Et même dans l'expression plastique des peintres ou des sculpteurs, etc., on a toujours une représentation de la peinture traditionnelle éthiopienne qui remonte, on a des représentations qui remontent au Moyen-Âge, qui sont par exemple dans les monastères du lac Tana, où on a ces peintures qui sont absolument fantastiques, etc. Et cette iconographie qu'on voit ici, ce mode de représentation qui est assez, finalement, on pourrait trouver ça dans des églises romanes ou du très gothique primaire, etc. Enfin, on a une représentation comme ça que les Éthiopiens utilisent même dans la peinture contemporaine aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette tradition séculaire qui est maintenue, plastique et graphique, et aussi cette dévotion qui est absolument... On parlait de Timkat tout à l'heure, qui est l'épiphanie éthiopienne, où vous avez des processions, mais avec des centaines de milliers de personnes, tout habillées en blanc, avec ce lin blanc propre à l'Éthiopie et aux Éthiopiens, et qui est assez fabuleux. Voilà. Mais avec Dawit, vous marquez, nous avons sympathisé immédiatement en buvant un Saint-Georges, la bière locale. Dawit m'a expliqué qu'il part à la recherche de Makeda, la reine de Saba. Ah, c'est fabuleux ça. Ouais. Alors, la petite histoire de Makeda, si on a 2 minutes, Makeda c'est fantastique. Makeda c'est la reine de Saba. Alors Makeda elle a plein de noms, c'est reine de Saba pour nous, Makeda. Après il y a un petit passage où je donne tous les noms. Au Yémen on l'appelle différemment. Enfin, voilà. Et elle est, on pense que c'était la souveraine qui régnait sur l'Éthiopie et une partie du Yémen, etc. Bref. La reine de Saba vivait à l'époque du roi Salomon et entend parler de la majesté du roi Salomon, de sa justesse, de sa richesse, de sa sagesse, etc. Et elle décide de partir voir le roi et de découvrir. Alors elle part d'Aksum, on croit qu'elle part d'Aksum. Aksum, on visite d'ailleurs Aksum, il y a des grands obélisques en pierre, c'est assez somptueux comme ville, c'est très très beau. On part d'Aksum, donc la reine de Saba part d'Aksum, rencontre le roi Salomon, découvre un souverain absolument incroyable, tombe amoureux de ce souverain. Évidemment, il y a une petite histoire d'amour qui opère. Et un enfant voit le jour qui s'appelle Ménélik. Et Ménélik est le premier empereur d'Éthiopie. Alors, il y a un témoignage, il y a un livre qui s'appelle le Kebra Nagast, qui est le livre des rois, et qui trace toute la dynastie des rois et des empereurs d'Éthiopie depuis la reine de Saba. Donc on a une vraie lignée écrite de ça. Donc on a tendance à croire à la véritable histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Et Ménélik grandit à la cour du roi Salomon, et la reine de Saba rentre dans son pays. Et Ménélik se dit « ouais, mais quand même j'aimerais bien connaître ma mère et j'aimerais bien retourner dans mon pays ». Donc il rentre chez lui avec ses amis qui sont des juristes israélites, etc., qui veulent pas partir de leur pays sans une trace de leur foi, donc ils piquent l'Arche d'Alliance. Et ils s'en vont comme ça, et ils s'arrêtent sur une des îles du lac Tana, ils déposent l'Arche d'Alliance pendant un certain temps. C'est pour ça qu'on a des gardiens de l'Arche sur le lac Tana, c'est assez croustillant. Et l'Arche ensuite est récupérée un siècle après et est installée à Aksum dans une église où elle y est toujours. Et les Éthiopiens sont convaincus d'avoir l'authentique Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est le réceptacle des tables de la loi, qui aurait un pouvoir absolu, divin, etc. Et donc on ne peut pas la montrer au commun des mortels, parce que le commun des mortels serait pétrifié, je ne sais pas comment on le dit, détruit, etc. Mais à Timkat, justement, on sort l'Arche d'Alliance avec des voiles, etc. Alors, pour vous dire à quel point les Éthiopiens croient en cette Arche d'Alliance, c'est que Haïlé Sélassié, le dernier empereur d'Éthiopie, quand il s'est battu contre les Italiens,
Il était convaincu de gagner parce qu'il avait l'Arche d'Alliance, Ah ouais. ce qui est absolument dingue. Donc il Ouais. va voir il va à Axum, il va voir les prêtres, il leur dit maintenant il faut me filer l'Arche d'Alliance parce qu'il faut que je foute une raclée aux Italiens. Et les prêtres disent non, comme il y a la guerre, on l'a planqué, on peut pas vous la donner parce que voilà. Et donc il a perdu la guerre. Mais il y a une autre lecture aussi, je trouve, dans ce livre, on a l'impression qu'on part à la recherche de la femme, la reine de Saba, mais aussi la femme, on s'adresse à une femme, enfin vous vous adressez à une femme. Et il y a plein de portraits de femmes partout. Oui, Donc, alors ça c'est personnel parce que j'adore les Bon, femmes. alors moi je m'imaginais qu'il y avait une autre lecture, est-ce qu'ils cherchent Non, la femme idéale? elle est basique. Est-ce En qu'ils fait, cherchent, alors peut-être inconsciemment, il y a inconsciemment, cette peut-être, recherche de la Makeda absolue. Oui, et- c'est vrai, un peu. non, mais alors ça doit être le souvenir de mes jeunes années à Djibouti, et j'avais quand même 25 ans, et c'est vrai que les femmes éthiopiennes sont magnifiques, toutes hein. beauté, Ouais. sont vraiment sont très très belles, elles ont un charisme, une élégance, voilà. Les Éthiopiens sont quand même assez conscients de cette enfin comment dire ça, d'être un peu à part dans le continent africain. Voilà, je sais pas comment dire les choses. Et voilà, et c'est vrai que dessiner les Éthiopiennes, c'est quand même. Il y a une fierté qui. Ils sont très fiers, de par ce passé Ils sont tous historique. beaux, de toute façon, Ils sont, donc, voilà. Ils ne se considèrent pas comme africains déjà. Les Africains sont les autres. C'est les Africains, c'est les Sénégalais, ce sont des Africains. Nous, on n'est pas Africains, les Éthiopiens. Les Soudanais sont pareils. Ah oui, Ouais. voilà. Ouais. Il y a une rôle Soudan, c'est pas bien loin en plus. Avez-vous des questions Oui, surtout ça. nombreuses et. Oui, vous partez bientôt alors Ouais, pour la première fois. D'accord. Des questions sur peut-être le pays Moi, j'écoute, Vous êtes préparé un petit peu à ce ouais, grand voyage un petit peu, Avec des lectures. au mieux possible. Ouais, entre autres, Est-ce que avez-vous vu Des les rencontres. Pardon lecture et des rencontres. Des rencontres. Alors il y a un livre incontournable, si vous l'avez déjà lu, c'est La Porte des larmes de Pardon et Guibaud. Je m'étais dit que j'allais prendre quelque chose pour noter des trucs. Et je l'ai pas c'est un livre On va les chercher. somptueux, puisque c'est un livre de photos, donc Ouais. les deux personnages connaissent le pays comme leur poche. fait. Ouais. Et il y a, pareil, il y a plein de lectures à c'est un vrai voyage. Donc ils partent de la même manière, ils partent de Djibouti et ils remontent jusqu'en Érythrée. C'est somptueux. Bon, les photos de Pardon, moi je suis un amoureux inconditionnel. Et voilà, donc la Porte des larmes, alors c'est Bab el-Mandeb, qui est le détroit de Bab el-Mandeb. Je ne sais pas si vous voyez de manière géographique, enfin, vous avez la corne de l'Afrique qui est comme ça. Et il y a le Yémen, la corne qui est comme ça, le Yémen qui arrive là. Et donc le détroit s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb, qui veut dire la porte des lamentations ou la porte des larmes en arabe. On le voit ici, hein, Ouais. donc voilà. Entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. Hein. Vous voulez avoir une Voilà. carte. Ouais. Ouais, mais je vois le. Donc le titre de leur bouquin, c'est ça. Et il y a un film aussi un film de photographe qui est somptueux aussi, qui s'appelle Empty Quarters. Et qui est aussi dans qui a un beau voyage, que vous avez peut-être vu d'ailleurs, Non, dans Empty Quarters, voilà. Eh ben, merci du conseil. Non, mais c'est vraiment le livre à pas. Il n'y a pas de problème de sécurité dans ces zones. Aucun, alors vraiment aucun. Alors il y a Djibouti, zéro problème. Alors là, Ouais. j'y étais il y a encore 15 jours à Djibouti, je vous dis, j'y vais depuis. Alors faut pas aller, alors on vous interdit d'aller à Obok, enfin Obok on peut encore y aller, mais vers Rassian, la frontière, Rassian et Mouloulé, qui est la frontière de l'Érythrée, parce que les Érythréens sont un petit peu capricieux, ils veulent rentrer. C'est micro-escarmouche, micro-escarmouche, il se passe rien, vous pouvez avoir votre visa en arrivant à l'aéroport. Ah non, plus maintenant, plus depuis la mi-décembre, il faut le prendre à l'ambassade. Mais ça ne risque rien du tout, vraiment. Vous pouvez aller en brousse, vous pouvez aller... alors c'est devenu enfin, il faut parler chinois maintenant si vous voulez. Toute l'Afrique. Hein. C'est un petit peu... Non, il y a vraiment aucune... Oui, dites-moi. Enfin... C'est un véritable patchwork géopolitique en ce moment. Ouais, alors le pays. Ça a été... L'Érythrée, c'est presque l'Éthiopie. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une grosse différence Ah oui, il y a une énorme différence, c'est qu'en Érythrée, il y a un dictateur absolu. Non, j'entends. Ah oui. Sur le plan ethnologique et Non, ethnique. non, en fait, l'Érythrée,
Donc, ouais, C'est même culture. C'est plus ou moins, oui, tout à fait. C'est au nord du Tigré, donc mais il parle amharique aussi. Enfin, voilà. C'est des frontières artificielles. Tout à fait. Des, tout à fait. Ah, oui. Des clans artificiellement montés les uns contre les autres. Tout à fait. Même à Djibouti, les Afars de Tadjoura, etc., mangent la même chose. Ils mangent du shiro, du wat, etc. Ils parlent la même langue. Enfin, c'est effectivement la France qui a un peu... Comment expliquez-vous justement cette hystérie de se combattre entre eux de cette parce façon? que ce sont des guerriers avant tout, depuis toujours. Et c'est une... alors, si vous baladez en Éthiopie... c'est pas à Chamonix que vous allez voir des types encore avec des kalachnikovs sur l'épaule et des grands couteaux. Voilà, à Djibouti-Ville, il y a 15 jours, en pleine ville, il y avait un type avec sa kalachnikov et son grand couteau à phare. On voit plus, je veux dire, il y a plus beaucoup de pays qui sont comme ça. Eux sont restés très... et quand vous allez en Éthiopie, dans la Ouache, etc., ils se tirent encore dessus, ou dans la vallée de l'Omo par exemple, ils se tirent encore dessus à coup de kalachnikov pour récupérer les terres de l'autre parce que les moutons c'est plus facile, etc. Oui, mais si je peux me permettre en faisant un parallèle qui n'en est pas un, mais vous parliez de peuples guerriers, les Afghans, s'il y en a un qui est guerrier. Ils sont sur la gueule aussi. Non, mais ils se sont tapés sur la figure à partir de grands mouvements géopolitiques, du grand jeu, etc. Et à partir de quel moment l'Érythrée s'est coupée de l'Éthiopie et qu'artificiellement ces peuples qui pouvaient s'entre-combattre entre eux pour telle ou telle raison sont devenus... mais c'est horrible. Oui, c'est vrai, bien sûr. En Érythrée. Il y a toujours eu des dissensions entre les clans. Ça, c'est un truc. Il y a toujours eu des dissensions depuis la nuit des temps entre les clans. Ça, c'est entre deux villages, mais même aujourd'hui. Voilà. Mais après, moi, je suis pas géopoliticien. Je sais que de toute façon, il y a eu avec Mengistu en Éthiopie qui a fait des choses pas possibles, etc. L'Érythrée, ça date du début de Mengistu en fait, avec l'Érythrée, où ils ont pris conscience quand même qu'ils pouvaient s'émanciper parce que le gouvernement communiste qui avait imposé Mengistu leur plaisait. Enfin bref, voilà. Moi je suis pas géopoliticien, je peux pas vous répondre ce que je peux vous dire simplement, c'est que les Somalis sont toujours battus entre eux, les clans somalis, et c'est pas d'aujourd'hui, et ce qui s'est passé après la chute de Siad Barre dans les années 90, c'était inévitable parce que de toute façon ce sont que des chefs de clan. Et les Afars c'est pareil, les Somalis c'est pareil, voilà. C'est une zone géographique etc. qui a toujours été en ébullition. Vraiment, ça date pas de... Enfin, ça date Mais par contre, Djibouti, c'est mais aujourd'hui, Djibouti est très calme. Alors, il y a toujours des dissensions, même au sein de Djibouti. Il y a des Somalis au gouvernement qui sont des Issa, mais il y a des minorités Gadaboursi, Issac, etc. Pardon, excusez-moi mon ignorance, quel est le statut de Djibouti? C'est une république. Génération où Djibouti est un protectorat. J'en parle dans le bouquin. Explique bien, parce que c'est vrai que moi non plus je ne sais pas. Djibouti, en deux mots, en fait, les Français sont arrivés un petit peu après tout le monde, comme d'habitude, au niveau de la... Enfin bon. Bref, il y avait un endroit qui était assez sympa, qui s'appelait Obok, qui était une belle rade et qui était assez stratégique dans les années 1800, je ne sais plus combien, j'ai plus les dates en tête. Et puis petit à petit, on s'est dit que ce serait mieux de déplacer ça à Djibouti. Donc les Français ont acheté au sultan un bout d'autre terrain. Ils ont commencé à en faire un pays. Comme vous disiez tout à l'heure, en le séparant avec des ethnies qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire à Tadjoura, ce sont des Afars, il y a des Somalis, et voilà. Tu peux le lire, tiens. Ah attends, allez-y, voilà. Comme ça. Ce sera plus voilà. Minuscule pays d'à peine 23 200 km², situé dans la corne de l'Afrique, sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge, Djibouti a de tout temps été une terre d'éleveurs nomades, de commerçants et de caravaniers. Attirant la convoitise des Anglais, puis des Français, saisissant chacun l'enjeu politique et économique de la région, le territoire devint officiellement propriété française en 1862 et la ville d'Obok, capitale de la côte française des Somalies.
En 1888, le gouverneur Lagarde, dans une volonté d'expansion, transféra le siège du gouvernement dans la rade de Djibouti, nouveau chef-lieu de la colonie française. Dès lors, le pays ne cessera de se développer, notamment grâce au chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, faisant de la ville la nouvelle porte maritime de l'Éthiopie. En 1961, le pays est renommé territoire français des Afars et des Issas, toujours sous tutelle française. Le 8 mai 1977, la population djiboutienne opte par référendum pour l'indépendance et c'est le 28 juin qu'est proclamée la République de Djibouti. Donc c'est un pays... Oh, je suis très confus, très désolé. C'est une république, indépendante. voilà, république de Djibouti. République indépendante. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un tout à fait, minuscule d'accord. pays. Alors, Et sous protectorat français, quand même. non, Même pas. alors, Oui, on s'est fait un peu foutre dehors depuis une dizaine d'années en fait, puisque progressivement les États-Unis sont arrivés. Il y avait une petite ambassade américaine. Les Américains, après la première guerre du Golfe, sont venus et pendant la deuxième guerre du Golfe, ont acheté une partie de l'aéroport international, puis il y en a qu'un, donc de l'aéroport, et ont installé une base militaire. Et petit à petit, les forces françaises se sont réduites, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins alors qu'on avait la marine, l'armée de l'air, les légionnaires. Les légionnaires ne sont plus à Djibouti depuis 3-4 ans, etc. Maintenant, il y a une base militaire italienne, il y a une base militaire japonaise, il y a une base militaire chinoise immense. Ils sont même en train de construire un immense mur à la frontière de la Somalie, voilà, qui est à 10 bornes, hein, qui est à 20 bornes. Il y a une base indienne, il y a des bases où tout le monde a pris un bout là maintenant, voilà, stratégiquement. Les Chinois sont les propriétaires du pays, clairement. Ils ont tous les chantiers, mais pour 99 ans, c'est-à-dire l'exploitation de... Ils viennent de terminer de construire, enfin pas terminé, pour vous donner un exemple, un chemin de fer. Il y avait le chemin de fer français, le Djibouto-éthiopien, qui est un monument qui est magnifique avec des locomotives Alstom. Et d'ailleurs, quand on fait le voyage de Djibouti à Addis Abeba, on ne peut plus faire évidemment, toutes les gares sont des gares françaises, écrites en français et en amharique. Et la première alliance française d'Afrique a été créée pour enseigner le français aux cheminots qui reprenaient le flambeau des Français. C'est fantastique. Bref, les Chinois reconstruisent un nouveau train, prêtent aux Djiboutiens, au gouvernement djiboutien voilà, en disant vous nous rendrez l'argent quand vous commencerez à nous payer quand le train sera en exploitation et que vous ferez des sous avec. Et les Chinois ont arrêté 50 bornes avant la fin. Ils ont arrêté, ils ont dit maintenant donnez-nous les sous, et les Djiboutiens disent mais on ne peut pas vous payer puisque le train n'est pas exploité, donc on ne peut pas... ah oui mais bon maintenant... Et en plus ils ont le monopole de l'exploitation du train, enfin en tout cas des travaux, etc., des routes, tout ça pour 99 ans. Le pays, alors une minorité est arrosée au niveau du gouvernement, bakchiche absolu des Chinois, et la population profite de rien, c'est une misère absolue, sauf pour tous les exploitants, etc. Donc ça c'est ce qu'ils font d'ailleurs en Éthiopie, ils ont refait toutes les routes du Simien, qui datait de Mussolini, l'époque de Mussolini, quasi gratuitement. Ils font travailler des prisonniers chinois qui font venir de Chine. Il y a des camps avec un drapeau éthiopien et un drapeau chinois. Même les prostituées sont chinoises, pour vous dire. C'est con, alors qu'elles sont super belles, les éthiopiennes, c'est débile. Au moins, elles ont pas... Voilà. Et c'est un peu de la provo, voilà. Et en contrepartie, ils se font donner des terrains exploités et tout le blé, le machin, tout ça est envoyé en Chine. Donc c'est vraiment l'Afrique, comme vous disiez tout à l'heure, est chinoise. Et Djibouti est clairement acheté par les Chinois. Mais c'est quand même un havre de paix, que tout est mélangé. Enfin, à Djibouti, oui, alors, il y a quand même beaucoup de... Voilà, là vous marquez que... Il y a tellement d'enjeux économiques maintenant, plus que stratégiques et militaires, c'est économique, puisque l'Érythrée étant indépendante, l'Éthiopie n'a plus accès à la mer, donc est obligée de passer par Djibouti, d'où le développement exponentiel du port de containers, du port industriel, du port... voilà. Oui, parce que l'Éthiopie est très riche en métaux En rares. tout, c'est un pays extrêmement riche, l'Éthiopie, il y a tout, et puis tout pousse, voilà, tous les légumes, tous les... Les incidences religieuses sont importantes, c'est-à-dire que... Alors depuis une dizaine d'années, à peu près, peut-être une dizaine d'années, quand il y a une église qui se construit, une mosquée se construit en face. Voilà. Donc il y a vraiment, ça pousse. Alors il faut savoir que le Harar, le sud de l'Éthiopie, on parle pas amharique, on parle somali.
Et la religion, c'est une religion, c'est l'islam. Harar est la 4e ville sainte de l'islam. Donc, et cet islam est en train de remonter et de transpirer un peu partout. Enfin, voilà. Mais il y a quand même une grosse majorité de... alors on dit que on est à peu près à 40-60%, c'est-à-dire 60% encore de chrétiens orthodoxes et 40% de musulmans. Mais c'est en train de s'équilibrer petit à petit. Voilà. Puis il y a cette petite Rome qui a été créée aussi, enfin quand je dis Rome, c'est pas Rome, mais où il y a toutes ces églises chrétiennes qui ont été créées. Ah, la petite Jérusalem. Jérusalem, en fait. Voilà. En fait, justement, à une période, j'ai plus les dates, mais à une période reculée, l'islam avait bloqué un petit peu tout l'accès aux chrétiens orthodoxes, enfin aux chrétiens, pour aller à Jérusalem. Donc du coup, le roi Lalibela s'est dit, au lieu de nous battre et de se frayer des chemins pour aller jusqu'à Jérusalem, on va construire notre propre Jérusalem. Donc Lalibela, le site de Lalibela, du nom du roi qui a initié ça, a construit un site incroyable qui sont ces fameuses églises monolithes creusées à même la falaise et qui reprend le site géographique, c'est-à-dire on a le Jourdain, on a un petit fleuve, le machin, etc., qui reprend globalement le site de Jérusalem avec le tombeau, etc. Donc, voilà. Et c'est encore fréquenté? Et c'est extrêmement fréquenté. Timkat, on en parlait tout à l'heure, là c'est absolument fabuleux parce que dans ces églises, alors il y a 7 ou 9 églises, je ne sais plus. On passe de l'une à l'autre, il y a des moines partout. Ce sont des églises qui sont en fonction en fait. Ce n'est pas simplement un site archéologique ou un site. Voilà. C'est vraiment un site où on est vraiment habité spirituellement. On ressent vraiment une énergie qui est assez incroyable, alors inexplicable, qui vraiment vous submerge. Et ils sont affiliés à quoi? Aux chrétiens d'Orient ou aux orthodoxes? Aux orthodoxes. Enfin, ils sont. En fait, les Bibles sont en guèze, c'est de l'Amérique. Alors je ne saurais pas exactement, mais c'est du guèze et qu'on parle aussi. En Égypte, voilà. En araméen, voilà, exactement. Ouais. C'est en Éthiopie qu'il y avait des communautés juives. Les Falachas, oui, alors qui ont été déplacés quasi de force en fait, qui ont été déplacés en Israël. Ils étaient dans quel coin, eux? Alors ils étaient pas très loin de Addis Abeba en fait, je dirais alors de mémoire une 50aine de kilomètres d'Addis Abeba. Il y a encore un village Falachas avec des Falachas, mais ça fait un peu réserve indienne en fait. Il y a un petit groupe comme ça qui vivent encore là. On les a expulsés sous la pression quoi, je ne saurais pas vous dire. Je sais pas. Je crois qu'il y a une pression d'Israël pour rapatrier ces brebis vers chez eux. Mais bon, il y a un très très beau film encore qui est je me souviens plus. Zut. Il y a un très beau film où justement. On parle de cet exode forcé dans les camps, etc. Et qui est soi-disant une chance pour les Éthiopiens ensuite d'étudier en Israël, etc. Mais qui sont finalement déracinés puisque la foi israélite pratiquée en Éthiopie telle qu'elle était ou la foi chrétienne, ce sont des fois originelles, c'est-à-dire pratiquées d'une certaine manière qui est plus la même. Non seulement, et puis bon, voilà quoi. Il y a un beau témoignage dans un livre d'un photographe. Le livre s'appelle Diaspora, j'ai plus le nom du photographe. Qui parle de ça, alors, entre autres, parce qu'il a été un peu partout dans le monde, mais il a un témoignage d'une famille, justement, qui est allée en Israël, et qu'il a vu avant et après, enfin, avec laquelle il est resté en contact, et où la femme dit, mais nous sommes juifs. En Éthiopie, nous nous considérions comme des juifs, et nous voilà en Israël où on nous considère comme des nègres. C'est ça. Et pas comme des juifs. C'est ça. Et le déracinement, il est horrible, il est terrible. Tout à fait. Alors moi, ce qui me surprend, c'est qu'on puisse... Ce qui me surprend, ça me fait plaisir, qu'on puisse voyager tranquillement. Oui, alors il n'y a vraiment aucun souci, vraiment pas. Je croyais que c'était des pays où... Mais alors oui, c'est ça, mais encore une fois, je suis qui en parlait tout à l'heure, si vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères, vous pouvez aller nulle part. C'est en rouge partout.
il n'y a aucune prise de risque, etc. Non, l'Éthiopie est vraiment un pays très très paisible. Alors je dis pas... Enfin voilà, après il y a un côté moi qui me gêne un peu, notamment dans le pays des Oromo en fait, qui est... Vous avez dû voir ces peuplades Oromo à la frontière du Kenya, où ils se peignent le corps de partout, vous avez peut-être dû voir ça, etc. Bon, là, il y a un vrai un trafic de voyeurisme absolument incroyable, où des touristes américains se font tous les villages un par un en 2 jours, et alors ils s'habillent et ils se parent et ils se peignent dès que les touristes arrivent, et puis après ils vont se laver, etc. Ils prennent, et la moindre photo est taxée de, je sais plus, c'est 10 bières, et même s'il y en a un qui prend, comme un paparazzi, une photo, ils vont le choper à la sortie du village pour récupérer leur 10 bières. Donc ce qui est hyper terrible, ce qui est terrible pour tout le côté un petit peu traditionnel, et surtout comment on appelle ça, les parents par rapport aux enfants, la transmission. Pas la transmission, mais l'autorité, voilà, l'autorité. C'est-à-dire que les gamins se font plein d'argent pendant que les parents vont au champ, vont amener les bières. Ils se font 2 bières en un mois, alors que les gamins se font 50 bières en une demi-journée. Juste en se déguisant. Et donc il n'y a plus d'autorité, parce que les parents leur disent mais il faut aller bosser, tout ça. Ils disent mais non, allez vous faire voir, nous on va devenir riche, on va devenir machin, etc. Donc il y a un vrai problème. Puis il y a ce problème de voyeurisme aussi, je trouve, d'avilissement de l'être humain, je sais pas, c'est en folklore absolu, et voilà, dans le roman. Mais sinon, non, pour revenir à la sécurité, il n'y a aucun souci, il y a vraiment... il n'y a aucun... Ça veut dire qu'il y a des touristes. Oui, monsieur, vous savez. Non, et puis le tourisme se développe. Il y a plein de... Alors moi, Djibouti, je connais très bien, il y a des agences qui font comme Dolphin, peut-être vous avez entendu parler d'agences comme ça. Moi, j'ai un très très bon ami qui a quitté Dolphin, mais qui a passé 20 ans à repérer toutes les caravanes. On appelle ça des caravanes, en fait. La caravane Tessiger, la caravane Kessel, la caravane Rimbaud, où il y a des parcours qui reprennent les voyages de Kessel dans le Haut-de-Calou, etc., de Tessiger dans la vallée de la Ouache, etc., avec des dromadaires, avec des caravaniers. Mais même ça, c'est quasi terminé, parce que les Chinois, je pense au lac Assal, qui est un lac salé, en fait, immense, une banquise de sel, qui est exploité par les caravaniers éthiopiens. Ils font des grandes caravanes dromadaires, ils vont chez des photos et des dessins, etc. Ils font des pains de sel, ils ramènent tout ça. Les Chinois sont arrivés avec des bulldozers, ils exploitent ça à outrance, donc toute la tradition et tout le gagne-pain de ces caravanes c'est terminé. Et ça depuis 2-3 ans, là c'est le cas. C'est une catastrophe. Voilà pourquoi je disais ça. Oui, et donc toutes ces caravanes là, il y a des parcours touristiques encore assez sauvages et assez préservés quand même. Notamment, la caravane Tessiger, elle est super. La caravane Kessel aussi, le Haut-de-Calou, avec en arrivant, c'est assez magique encore. Et ça reste, de mon point de vue, quand même une des dernières terres d'aventure, je pense. Où on a encore, malgré cette occidentalisation, malgré ce progrès galopant du fait des Chinois et d'autres, évidemment, on a encore des zones blanches entre l'Éthiopie, etc. C'est tellement vaste, c'est tellement immense qu'effectivement on a encore des Éthiopiens qui vivent comme ils vivaient il y a 100 ans ou il y a 200 ans, et où on découvre des choses assez fantastiques. La vallée de la Ouache, par exemple, c'est assez magique. Il y a des lions, des oryx, des crocodiles, c'est assez beau. Il y a des hippopotames, il y a encore des endroits assez sauvages qui sont restés en l'état, mais de moins en moins partout. Mais ça, c'est valable dans le monde entier. Et il y a des montagnes. Il y a des montagnes, il y a des volcans, c'est quand même le berceau de l'humanité. Quoique on a trouvé... alors ça recule de plus en plus, parce que le premier homme le plus ancien, c'est Lucie dans les années 60, avec, comment il s'appelle, l'archéologue, vous voyez, avec tout ce qu'il sait. Ensuite, ça s'est déplacé vers le Tchad. Moi je suis allé plusieurs fois là au Tchad. Il y a Toumaï, qui est encore plus ancien. Toumaï, il faudrait voir les conditions, c'est assez incroyable. L'Enedi aussi, c'est un bel endroit, bref.
Toumaï. Et puis là, récemment, dans le Maghreb, on a trouvé encore Au Maroc. En Maroc, c'est ça, ouais. Au Maroc, il y a des chercheurs marocains et des archéologues marocains et je ne sais plus quelle nationalité qui ont trouvé encore plus anciens. Donc l'homme s'est beaucoup baladé, mais ça reste quand même le berceau de l'humanité. Le rift, en tout cas, la faille ou la corne de l'Afrique qui est en train de se détacher très doucement. Je crois que c'est 2,5 cm par an. Ce qui est à l'échelle universelle. rapidité. Ça se déplace, voilà. Donc on aura une corne de l'Afrique qui sera détachée du continent africain. Mais donc c'est le rift, donc c'est là où il y a quand même tous les volcans, l'Ardoukoba à Djibouti, l'Erta Ali en Éthiopie, enfin toute cette faille. Et puis il y a encore un lac, le lac Abbé, qui est la frontière avec l'Éthiopie à Djibouti, où c'est assez fabuleux parce qu'on a des grandes cheminées comme ça, c'est magnifique. Des couleurs somptueuses aussi, du fait du soufre, de tout ça qui se mélange, c'est très très beau. Une belle région. Une invitation au voyage. Hein. Ah, voilà. Bah, merci. La dame au fond qui a des questions? Elle est fascinée de savoir que le dessinateur, c'est aussi talentueux. Non, mais c'est vrai, orateur. Bravo Joël, t'as fait. Dessinateur et orateur. Non, orateur, n'importe quoi. Mais ça, le voyage, c'est quelque chose qui me... je pense que tout le monde ici, non? Enfin, on est quand même dans le temple du voyage, quelque part. Les montagnards sont des grands voyageurs. Voilà. Après, il y a des pays, comme je disais, je ne sais plus à qui on m'en parlait, là je reviens du Congo aussi, dessiner les gorilles, ça c'est une expérience incroyable. Je vais beaucoup en Centrafrique, je vais au Tchad. L'Enedi aussi, ça c'est un... L'Enedi, c'est le... Vous connaissez peut-être, non? Le nord du Tchad, la frontière de la Libye, il y a un grand désert... Pardon? Au sud du Fezzan? Je sais pas. Fezzan, c'est en Libye. C'est en dessous, ouais, c'est juste en dessous. En fait, c'est le Sahara qui traverse, et l'Enedi, enfin le Tibesti l'Enedi, l'Enedi c'est le seul coin du Sahara où il y a des lacs, et donc il y a un endroit qui s'appelle la Gaïta d'Archer où il y a des crocodiles, c'est incroyable, qui sont restés, des crocodiles du Nil, qui sont restés emprisonnés là, on ne sait pas quand. Ah, mais quoi c'est? Et qui en fait, ils bouffent du dromadaire, parce que c'est une Gaïta, il y a de l'eau, donc les dromadaires viennent, à chaque fois, ils se piquent un dromadaire, donc c'est comme ça qu'ils... Voilà. Et c'est un endroit assez incroyable parce que c'est des centaines et des centaines de kilomètres de sable, comme dans les films avec les grandes dunes, etc. Et au milieu de ça, il y a des concrétions immenses, des montagnes qui sortent du sable. Et là, on a des gravures et des peintures rupestres où il y a des girafes, comme dans la Tassili, en Tassili, on dit pas la Tassili. Et donc on imagine ces endroits, on imagine du bush et de la savane alors que c'est du sable. Quoi. Et donc s'il y avait des bœufs, représenter des chevaux, des guerriers à cheval avec des boucliers, c'est incroyable. Et on est dans un truc de sable. Quoi. Voilà. Mais merci. Merci à vous d'avoir écouté. Merci beaucoup. Et puis si vous avez envie de vous faire dédicacer un petit livre, je suis là. Voilà.